Il roulait sans permis, il avait sans doute bu. À la sortie d'une discothèque, ce conducteur de 20 ans et ses 5 passagers ont trouvé la mort ce matin près de Mulhouse. La voiture a pris feu tout de suite après. Les victimes sont en cours d'identification. Évasion à répétition, un détenu dangereux qui s'est fait la belle la semaine dernière de la cour d'appel de Versailles a été interpellé jeudi. Il s'est évadé une nouvelle fois. Il est toujours en fuite. Pourtant, l'homme est mis en examen pour assassinat. Le 60e anniversaire de la libération de Strasbourg, cérémonie en présence de la 2e division blindée du maréchal Leclerc qui est entrée la première dans la capitale alsacienne avant les troupes américaines. Le Mistral a balayé à Marseille les espoirs du 15 de France qui s'est incliné face aux Argentins 24-14. C'est la 4e victoire consécutive pour l'équipe d'Argentine. Les Bleus ont paru sonnés par la défaite. Et puis l'événement culturel à New York, l'ouverture au public du fameux temple de l'art moderne, le MoMA, qui a entièrement été restauré. Des salles plus spacieuses, mieux éclairées, une série de galeries qui s'ouvrent à l'extérieur à découvrir absolument. Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons ce journal par ce dramatique accident de la route qui, à plusieurs titres, illustre l'imprudence et l'inconscience de jeunes gens qui sont pourtant les premières victimes de la mortalité sur les routes. Près de Mulhouse, le conducteur qui avait 20 ans, qui roulait sans permis et sous l'emprise de l'alcool, a perdu le contrôle de sa voiture, une voiture surchargée. Lui et ses 5 passagers sont morts. Ils avaient passé la nuit dans une discothèque. Le véhicule a pris feu après l'accident. L'identification des victimes est en cours, elle est difficile. Christine Beauce, Virgile Liado. De mémoire de sauveteurs, on a rarement vu un accident d'une telle violence. Ils étaient 6 jeunes gens à bord de cette voiture. Le conducteur avait 20 ans, 4 passagers sur 5 étaient mineurs. Ils rentraient d'une soirée en discothèque. Leur vie s'est arrêtée brutalement ce matin à 6 h contre cette pile de pont sur l'autoroute. Il y a eu une personne, un ouvrier de chez Peugeot qui est sorti, qui a vu il n'a pas vu l'accident, mais il est arrivé sur les lieux rapidement. Et il a essayé de sortir les gens. Il a pris le coup du passager avant droit, donc il a constaté qu'il était mort. Et il a essayé de sortir, de voir les autres, et au même moment, le véhicule a pris feu. Donc il n'a rien pu faire, quoi. Le témoin donne l'alerte, les pompiers interviennent rapidement. Il faudra découper le toit du véhicule, une Golf d'un modèle ancien, afin d'extraire les 6 corps carbonisés. D'ores et déjà, pour les enquêteurs, seule une vitesse excessive peut expliquer la violence de l'accident. On ne sait pas la vitesse qui roulait, on ne sait pas s'il y avait de l'alcool ou de la drogue en jeu. Mais manifestement, la surcharge peut modifier le comportement d'une voiture, ça c'est clair. Et la réalité dépasse l'entendement. En fin de journée, les enquêteurs ont pu déterminer par recoupement que le conducteur était ivre, roulé sans permis et sans assurance, que les 5 passagers sont montés à bord de la voiture en connaissance de cause. Des informations recueillies auprès de copains qui les avaient accompagnés en boîte de nuit. Évasion à répétition d'un détenu dangereux qui s'est fait la belle il y a une semaine en sautant d'une des fenêtres de la cour d'appel de Versailles. L'homme s'est une nouvelle fois évadé hier matin. Son casier judiciaire est chargé. On comprend mal comment ce délinquant qui est mis en examen pour assassinat et qui avait déjà il y a 6 mois tenté de s'échapper n'était pas placé sous surveillance étroite. Christophe Widman, Daniel Leno. Accusé de meurtre, Nadir Mansouri, 25 ans, est devenu en une semaine un spécialiste de l'évasion. Jeudi soir, il est repéré pour un vol dans ce centre commercial. La police l'interpelle. Au commissariat de Chécy, il présente des faux papiers et se fait passer pour un petit trafiquant de drogue. Hier matin, les policiers l'emmènent à Gentilly, dans cette rue, pour une perquisition au domicile de sa mère. On lui enlève les menottes, il en profite, escalade ce mur et s'enfuit en courant. À aucun moment, les policiers n'ont compris à qui ils avaient affaire. Cet avis de recherche était pourtant affiché dans leur commissariat. Comment voulez-vous reconnaître un individu que vous avez en face de vous quand vous avez ce type de photos? Donc c'est pas toujours... Alors les photos, les originaux, si je puis dire, arrivent dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, on travaille sur ce type de documents, donc c'est particulièrement difficile d'identifier la personne. Les failles du système, Nadir Mansouri les exploite parfaitement. Déjà la semaine dernière, il s'était évadé de la cour d'appel de Versailles. Alors, détenu, en attente de jugement, il demande à se rendre aux toilettes. Pendant un instant, il n'est plus surveillé. Il passe par la fenêtre, traverse la cour et s'échappe. Au printemps dernier, il avait déjà tenté de s'évader. Trop peu surveillé, trop rusé ou trop rapide, Nadir Mansouri est ce soir en cavale. Près d'un an après l'accident de Flash Airlines dans lequel 148 personnes ont trouvé la mort, les familles ont entre les mains un premier rapport du bureau enquête analyse. Ce document est loin de répondre à toutes les questions et en particulier n'explique pas les raisons de la catastrophe. C'est une étape, il en faudra d'autres pour avoir enfin le scénario de l'accident. Loïc Delamornay, Catherine Juste.
Les familles sont arrivées par car avant d'être conduites dans une salle du musée de l'air et de l'espace, à l'abri des regards. Ces 200 proches de victimes étaient venus chercher des explications, mais aujourd'hui, il subsiste plus de questions que de réponses. Il y a énormément de tensions. Enfin, je réponds ici personnellement, peut-être pas au nom de toutes les familles, mais énormément de déception, énormément de rage, parce qu'on a l'impression qu'il y a une langue de bois. Le document de 430 pages est un premier rapport d'étape, plus consacré aux faits qu'à l'analyse. Il retrace minutieusement le parcours de l'avion, depuis son décollage jusqu'à son basculement sur l'aile droite, puis son choc avec la mer à 650 km/h. On sait aujourd'hui que les enregistreurs de vol n'ont détecté aucun problème sur la structure de l'avion. Nous avons un avion qui répond exactement au mouvement des gouvernes. Donc ce n'est pas dans l'aérodynamique, on peut dire que nous avons un problème. On revient toujours à ce qui se passe dans le cockpit, le pilotage de l'avion. Dans ce cockpit, y a-t-il eu défaillance humaine ou d'instruments, comme avec le pilote automatique? Voici les dernières paroles de l'équipage. Pilote automatique engagé. Non, pilote automatique désengagé, commandant. Si, pilote automatique, diminuez la puissance, diminuez! Le copilote recommande alors son âme à Dieu avant que l'avion s'écrase à 2h45 et 6 secondes du matin. Même si l'on ignore encore les raisons du crash, l'association des familles de victimes se dit confiante. Les Égyptiens font quand même un travail extrêmement professionnel et fouillé. Nous avons le sentiment que c'est un travail qui est fait sincèrement. Et ça, ce sont des avancées importantes par rapport... Les familles devront avoir encore beaucoup de patience. Les enquêtes sur les crashs aériens sont longues. Ainsi, celle du Mont-Saint-Odile en 1992 n'est toujours pas achevée. C'est d'Irak que nous vient peut-être de nouvelles informations concernant Christian Chesneau et Georges Malbruno. Selon les dires d'un otage égyptien libéré la semaine dernière, il aurait, durant sa captivité, entendu dans la pièce à côté 2 hommes parler français. S'agit-il de nos 2 confrères? Le témoignage du camionneur, enlevé le 20 octobre dernier, n'a pas encore été recoupé. C'est donc sur sa seule bonne foi que reposent ces déclarations. Une piste et peut-être une lueur d'espoir. Il faut rester prudent. Maryse Burgot, Philippe Visserias. Mohamed Al-Joundi, le chauffeur de Christian Chesneau et Georges Malbruno, est à l'abri en France dans un lieu sécurisé et discret. Le témoignage de cet ex-otage en Irak est évidemment très important pour les autorités françaises qui tentent d'obtenir la libération des 2 journalistes. Dans ce contexte très sensible, ce chauffeur ne s'exprimera pas publiquement pour l'instant. Un camionneur a quant à lui décidé aujourd'hui de parler. C'est un Égyptien. Il s'est présenté ce matin spontanément dans les bureaux de l'agence France-Presse à Amman, en Jordanie. L'homme prétend avoir été otage à Latifiya, à 30 km de Bagdad. Libéré la semaine dernière, il prétend aussi qu'il était détenu dans la même maison que les 2 journalistes français. Il y avait juste 2 journalistes. Ils n'étaient ni fatigués ni malades. On mangeait correctement et celui qui voulait faire sa prière pouvait la faire. Nos ravisseurs étaient des musulmans sunnites qui portaient la barbe. Le ministère des Affaires étrangères français explique ce soir qu'un contact a été pris avec ce chauffeur pour vérifier ses propos, un témoignage que beaucoup jugent peu crédible. Un type qui a été retenu en otage, une fois qu'il sort, ses ravisseurs lui demandent de façon impérative de ne pas du tout parler de son lieu de détention. C'est une question de vie ou de mort pour eux, surtout pour des gens qui vivent dans la région. Donc le type qui, juste après sa libération, va pérorer devant les chaînes de télévision et devant les médias occidentaux, méfiance absolue. Christian Chesneau et Georges Malbruno entameront demain leur 4e mois de détention. Et puis on était sans nouvelles de cette otage polonaise enlevée le 28 octobre dernier. Cette femme de 54 ans a été libérée. Elle est aujourd'hui à Varsovie où elle tenait une conférence de presse aux côtés du Premier ministre polonais. L'ex-otage est apparu en forme, disant qu'elle avait été très convenablement traitée. Elle vivait en Irak depuis une trentaine d'années. Elle a refusé de préciser dans quelles circonstances avait eu lieu sa libération. Politique française avec cette rencontre ce matin qui n'était pas prévue à l'agenda. Jacques Chirac a reçu Nicolas Sarkozy, un rendez-vous informel d'1h30. Le chef de l'État a donc raccompagné sur le perron le ministre de l'économie. Ambiance apparemment très détendue. Nicolas Sarkozy, qui doit être élu à la tête de l'UMP dans une semaine, remettra dans la foulée sa démission au président. L'élection du président de l'UMP le 28 novembre prochain, vous le savez, seulement un fauteuil pour 3, car il y a en dehors de Nicolas Sarkozy quasiment certain d'être élu 2
deux autres candidats, Nicolas Dupont-Aignan et Christine Boutin, qui se battent quand même et font campagne. Pauline Revenaz, Vincent Bouffartigue. Pour la présidence de l'UMP, ce sera sûrement Nicolas. Mais pas celui-là. D'ailleurs, Nicolas Dupont-Aignan ne se fait pas d'illusions, mais se bat quand même pour imposer ses idées. Budget de campagne, 50 000 € versés par l'UMP à chaque candidat. Face au rouleau compresseur de Nicolas Sarkozy, le chef de file de Debout la République veut faire entendre sa différence. Je suis hostile aux discriminations positives. Je ne crois pas que la loi sur la laïcité doive être révisée. Je crois à la République unitaire. Même si les jeux semblent déjà faits, certains militants le verraient bien chef de parti. Je crois davantage carré dans ses bottes, beaucoup plus franc. C'est pas un, pas de deux selon les circonstances, selon son ambition personnelle. Autre candidat, c'est une candidate. À défaut de soutien massif, elle ne manque ni d'idées ni de slogans. Embarquer avec Christine Boutin, propose la députée des Yvelines. Programme 20 villes en un mois, ici à Valenciennes, à la rencontre de jeunes UMP. Est-ce qu'on fera 5 %? La gauche s'est accaparée le côté social et le cœur. Nous avons laissé passer ça. Je veux me battre pour le plus faible. Je veux défendre celui qui est le plus fragile. Des valeurs chrétiennes qui pourraient faire contrepoids à la vision libérale de Nicolas Sarkozy. Le fonds social de l'UMP pourrait se bâtir sur la doctrine de Christine Boutin. Pas de guerre ouverte dans cette campagne, Christine Boutin se veut candidate d'addition et non d'opposition. La preuve, cette sentence de La Fontaine, clin d'œil au futur président de l'UMP. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Mais s'il est élu avec un très grand nombre de voix, Nicolas Sarkozy pourrait préférer cette autre morale. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et puis le traditionnel sondage politique de fin de semaine, photo instantanée de l'opinion publique. Jacques Chirac fait un bond de 7 points avec 48% de satisfaits. Jean-Pierre Raffarin prend lui 1 point, recueillant 30% d'opinion favorable. Sondage IFOP à paraître dans le journal du dimanche. La journée internationale du droit des enfants avec cette tragique illustration. La semaine passée, Samir, 8 ans, battu à mort. L'enfant avait été confié à son oncle qui a été incarcéré. Une affaire qui indigne et révolte, d'autant que Samir avait déjà été signalé comme victime de brutalité à Saint-Étienne. Cet après-midi, quelques centaines de personnes ont défilé à Montaubois en hommage à cet enfant martyr. Diego Garcia. Parmi les manifestants, des enfants, des adolescents. Une rose blanche, symbole de pureté. C'est avec dignité la colère contenue que quelques 200 personnes ont manifesté en mémoire de Samir, mais aussi de tous les enfants morts de maltraitance. De la colère, de l'injustice, tout ça mélangé, quoi. Voilà, c'est tellement horrible que je ne sais pas quoi rajouter. Samir est mort le 3 novembre d'un traumatisme crânien après avoir été battu par son oncle qui en avait la garde. Un drame qui aurait pu être évité si la machine administrative ne s'était pas enrayée. Il a suffi d'une simple faute d'orthographe dans son dossier pour que l'administration perde la trace de l'enfant. La maltraitance peut amener à la mort de quelqu'un, hein, c'est déjà la première constatation absolument désagréable qui remue tout le monde, et c'est le produit quand même d'une maltraitance aussi institutionnelle, parce qu'on voit bien qu'il y a des dysfonctionnements. Les enfants ne sont pas égaux d'un département à l'autre. Que ce soit une compétence départementale, c'est aussi une bonne chose, on ne peut pas remettre en cause cette décentralisation, mais il faudrait qu'au niveau national, il s'exerce une surveillance pour coordonner toute cette action et dépister les éventuels dysfonctionnements. 15 ans après l'avènement de la Journée internationale de la maltraitance, il y a plus que jamais urgence à lutter contre les bourreaux. En France, la maltraitance tue 3 enfants par semaine, un record en Europe. À Nice, scandalisés par l'état de leur immeuble, des locataires ont décidé de porter plainte contre l'office HLM de la ville parce que l'union fait la force. Ils se sont regroupés en un collectif de locataires. Ils disent leur ras-le-bol de vivre dans des conditions sanitaires limites alors que de surcroît, ils payent des charges très élevées. David Boéry. Le quartier de l'Ariane à Nice et ses HLM. Derrière les façades, voici à quoi ressemblent les cages d'escalier. Plus rien, du vide ordure sauf un petit trou qu'il y a là. Et donc on a des fils, voilà, hein. L'état des fils sur le cramoisi en fait. Là c'est censé être un local à vélo. Dans les sous-sols, un amoncellement de détritus. Les résidents n'utilisent plus les caves et les parkings. Des appartements insalubres et qui ne respectent pas les normes de sécurité. Ici, un compteur électrique installé sous un évier qui fuit. Des portes qui ne ferment plus, des plafonds et des murs couverts de moisissures.
L'été dernier, un dégât des eaux usées a inondé ce logement. Et des odeurs, qu'est-ce qui se passe? Il y a des odeurs qui remontent, c'est une infection. J'ai mes 2 enfants qui sont asthmatiques. J'ai donné les certificats médicaux et tout pour qu'on me change d'appartement. Et on m'a dit qu'il n'y en avait pas, qu'on allait peut-être me refaire le mien, donc j'attends. Excédés, 80 locataires ont déposé plainte contre l'office HLM de Nice pour mise en danger d'autrui et infraction sanitaire. Les locataires ne sont pas contents parce qu'on leur demande de payer des charges exorbitantes et on leur donne en échange donc des appartements qui sont totalement délabrés et très dangereux. 3 ans de prison et 75 000 € d'amende, c'est la peine encourue par les responsables de l'Office public des Alpes-Maritimes. Ils n'ont pour l'instant pas souhaité s'exprimer. La Calypso du commandant Cousteau, à l'abandon depuis 6 ans, vient de trouver un repreneur. C'est une société américaine qui a décidé de mettre la main à la poche pour financer le plan de sauvetage du navire. Sophie Rodier, Jean-François Chevet. À l'abandon depuis 6 ans, la Calypso du commandant Cousteau n'est plus qu'une épave. Albert Falco, son capitaine pendant 37 ans, ne supporte plus de voir le bateau rouillé dans le port de La Rochelle. C'est bien triste. Toute la vieille équipe a toujours pensé que ce n'était pas possible que ce bateau soit abandonné. Il a fait rêver le monde entier. Moi j'ai vu des Américains, des Canadiens venir l'embrasser sur le quai. Et justement, ce sont des Américains qui vont le réhabiliter. Après 8 mois de négociations acharnées, une compagnie de croisière va transformer le navire océanographique en centre dévolu à la science et à l'environnement. Coût du plan de sauvetage, plus d'1 million $. On a donc ici des bois qui sont complètement détruits là, et ce n'est pas qu'une seule membrure puisque on peut voir ici, celle-ci est dans le même état, celle-ci aussi. Si on veut la reconstruire, ça coûtera aussi cher que de faire une neuve. De La Rochelle au quai de Seine, la restauration de ce bateau, aussi célèbre qu'une star de cinéma, fait l'unanimité. Ce bateau qui a vécu tant d'aventures, ça aurait été dommage qu'il pourrisse dans un port, donc moi je suis ravi. Il faut trouver des acquéreurs qui ont les moyens, et que ce soit un Français ou un Américain, l'important c'est que ce bateau continue de vivre. Le commandant Cousteau n'aurait sans doute pas dit autre chose. Lui qui, à bord de la Calypso, a mené des expériences et une vie qui firent rêver des générations de Français. Le froid et le mauvais temps nous arrivent de l'Est, où l'hiver a fait une apparition soudaine. En Pologne, en République tchèque, en Roumanie jusqu'à Moscou, les tempêtes de neige ou de vent ont provoqué d'importants dégâts. Les coups de vent de ces derniers jours et l'arrivée de l'hiver mettent à mal le travail des marins-pêcheurs qui sortent en mer quel que soit le temps et partent parfois pour de longues périodes. Sur ces bateaux, il n'y a pas de médecin. Un service unique en France, un SAMU de la mer, est à leur disposition pour soigner à distance, comme le montre ce reportage de Muriel Lassaga et Jacques Deveau. Voici le SAMU de la mer pour tous les marins du globe. 24 heures sur 24, un médecin urgentiste consulte à bord via un téléphone satellite. Ce jour-là, l'appel provient d'un bateau de pêche au large de Roscoff. L'un des marins vient de se blesser. Oui, alors qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe à bord? J'ai un matelot qui s'est pris le panneau sur le doigt et il a le doigt complètement explosé, quoi. Est-ce qu'il y a une plaie et est-ce que l'os sort? Est-ce que l'os sort? Non. Non, d'accord. À l'issue de la consultation, le médecin va décider que le blessé doit être pris en charge par les urgences. Le bateau n'est pas loin des côtes. Pour l'heure, il revient au capitaine de dispenser les premiers soins. Vous remplissez un demi-bol de bétadine et il trempe son doigt dans la bétadine pendant un quart d'heure. Et puis on va vous prévoir un moyen d'accueil à quai pour l'amener aux urgences de l'hôpital. Ok, d'accord. Port de Roscoff, 2 heures plus tard, le bateau est à quai, mais le blessé a déjà été pris en charge par le SAMU. Je m'en serais bien passé, quoi. Mais c'est efficace parce qu'on est arrivé, bon, l'ambulance était déjà là. Donc, c'est plutôt rassurant. Ah oui, carrément. Nous on n'est pas médecins, on est pêcheurs, c'est pas... Bon, on voit un doigt qui est en sucette. Les blessures au doigt sont forcément les plus fréquentes. Les photos numériques, l'électrocardiogramme réalisable à bord aboutissent aujourd'hui à un meilleur diagnostic avec l'aide du commandant formé par des médecins. Effectivement, un certain nombre de gestes ou d'examens complémentaires qui peuvent éventuellement nous manquer. Mais l'habitude de cette activité-là fait aussi qu'on finit par pouvoir s'en passer. Une sciatique au Kerguelen, une infection urinaire au milieu de l'Atlantique, les pathologies sont suivies jour après jour. Dans 18% des cas, les patients ont dû être évacués du navire en urgence.
Depuis ce matin, Strasbourg célèbre le 60e anniversaire de sa libération. Point d'orgue de ces festivités, la cérémonie militaire en présence du Premier ministre demain et de ses soldats de la 2e division blindée qui ont libéré la capitale alsacienne. Une victoire symbolique pour la France car l'Alsace était annexée à l'Allemagne depuis 1940. Christophe Nédart et Jean-Pierre Pasteur nous retracent cette libération. Jurez de déposer les armes, que le jour où nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Serment de Koufra, 2 mars 41. Ce serment, ils sont fiers de l'avoir tenu. Ces hommes sont des anciens de la 2e division blindée du général Leclerc, celle qui libéra Strasbourg en novembre 44. Une victoire symbolique, une belle revanche sur l'histoire. Nous retrouvions l'Alsace qui avait été déjà annexée en 1418 et en 1870. De libérer l'Alsace, pour nous, ça représentait la gloire, le dernier assaut. C'était vraiment quelque chose d'indescriptible. Les Alliés entrent en Alsace le 19 novembre 1944. Les Allemands, totalement désorganisés, sont pris à revers par la 2e DB de Leclerc. À la tête d'une armée de 13 000 volontaires, le jeune général se lance dans une offensive éclair. Strasbourg tombe le 23 novembre. Dans les rues, c'est la liesse populaire. À l'époque, Monique avait 15 ans. C'était une grande joie quand on savait qu'on était de nouveau français, qu'on était chez nous et qu'on avait toutes les possibilités. Tout le monde était heureux, tout le monde était content. C'était un renouveau. Un renouveau après 5 années d'occupation très dure. Langue française interdite, incorporation de force, vexations multiples. Pour les Strasbourgeois, la libération est la fin d'un long cauchemar. On ne disait pas, tenez-vous tranquille comme dans les autres départements, il ne vous arrivera rien. Ici, c'était, vous devenez allemand. Et si vous ne voulez pas, eh bien, il y aura des sanctions. Mais la bataille d'Alsace n'est pas finie. Les Allemands lancent une contre-offensive et se réfugient à Colmar. Ce n'est qu'en mars 1945, 4 mois après la chute de Strasbourg, que cette région redevient française. Ceci nous amène à cet autre hommage, celui des survivants ou de leurs familles sauvées de la déportation sous l'Allemagne nazie. Certains sont revenus parfois très loin pour dire leur reconnaissance au juste de Châteaumeillan. Cette petite commune de 2000 habitants a réussi à sauver et protéger quelques 140 juifs pendant la guerre. François Privat, Alain Larigrand. Jeanne. 40 ans après, les retrouvailles. Jeanne. Voilà Jeannot. Jeannot, le tien ou voilà, le mien. Jeannot, le petit frère. Ida et Jean appartiennent à l'une des 40 familles sauvées de la déportation par les habitants du village de Châteaumeillan. Et avant l'hommage officiel, chacun raconte l'histoire de ces juifs venus de Paris se cacher au fin fond du Cher. Tout le monde était d'accord pour les aider. Hein. Voilà. On les aidait tant qu'on pouvait, c'était tout. On leur donnait ce qu'on avait, on partageait. Hein? Parce qu'à ce moment-là, il y avait les tickets. Ils en avaient aussi quand ils sont venus. Alors ils étaient comme nous. Merci. Un merci au Castelmeillantais. Et après la cérémonie, un détour dans les rues du village, avec les frères Weinberg, qui retrouvent la maison où ils ont vécu des années difficiles. Bah, ça remue plein de choses. Disons, moi personnellement, je ne la reconnais même pas, la maison. Vous voyez, c'est pour vous dire. Nos parents avaient peur, mais pas nous. Enfin, pas nous, on était beaucoup trop jeunes pour penser à ça. Nous, on allait à l'école, on faisait du sport, on était avec des copains, et puis voilà. Ces photos de classe constituent les rares témoignages de cette époque. Il reste aussi la mémoire, celle d'Ida Appeloig, qui en s'arrêtant devant une ancienne boulangerie, se souvient d'un gendarme qui, par un message laissé à la boutique, alertait les familles pour leur éviter l'arrestation. Quand nos mères venaient chercher du pain, ils communiquaient « triste besogne ce soir », ce qui voulait dire que les hommes devaient se cacher. Ici, pour tous, au-delà d'une cérémonie ou d'un hommage, un devoir de mémoire. Les Nations Unies, dans un rapport alarmant publié cette fin de semaine, s'inquiètent de l'incroyable augmentation de la production d'opium en Afghanistan, 87% de la production mondiale d'opium, des chiffres qui illustrent les risques de dérive dans ce pays qui vient tout juste de renouer avec la démocratie. Agnès Gardet. Des ballots d'opium livrés par dizaines dans le centre de Kaboul. Il n'y a pas un quartier de la capitale afghane où l'on ne fait pas commerce de cette drogue. Le marché n'a jamais été aussi florissant. Pour preuve, les chiffres rendus publics par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, alarmants.
La production de pavots a grimpé au milieu des années 80, atteignant son maximum en 99 sous le régime taliban, 4600 tonnes produites. Elle décline doucement en 2000. Lorsque les talibans sont renversés en 2001, elle chute à 200 tonnes, mais en 2004, elle dépasse à nouveau les 4000 tonnes. C'est bien ce qui inquiète les Nations Unies. L'Afghanistan de l'après-Taliban est devenu un narco-État. Cela ne fait aucun doute, il s'agit d'une narco-économie. Tous les indicateurs le prouvent. Le nouveau président Hamid Karzai a pourtant proclamé l'interdiction de cette agriculture illégale, déclarant l'été dernier une guerre sainte à la drogue. Le discours est toujours d'actualité. La drogue est un fléau diabolique qui menace l'humanité. Nous voulons le vaincre, nous voulons gagner cette guerre sainte contre la drogue. Mais cultiver le pavot pour en extraire l'opium est ici un geste ancestral. Un Afghan sur 10 vit de cette activité. L'actuel gouvernement tente bien d'endiguer le phénomène, parfois à grand renfort militaire. Le plus souvent en incitant les paysans à cultiver d'autres plants comme le safran, mais les profits sont trop maigres. Alors les choses restent en l'état. Les mafias fleurissent. La corruption gangrène la société civile, parfois jusqu'à ses plus hauts responsables. L'opium aujourd'hui en Afghanistan, c'est 60% des richesses du pays. Une page consommation en France avec ce sujet qui nous concerne tous, thé ou café, en tout cas sur les comptoirs ou à la maison. Le nombre de petits noirs est en diminution, 5% de moins par rapport aux années précédentes. Laurence de Cherf, Frédéric Faure. Celui-ci vient tout droit du Rwanda. Le café des gorilles, c'est la dernière trouvaille à travers le monde de ce torréfacteur. Vous avez des notes un peu groseille, chocolat, les fruits rouges du chocolat et un final un petit peu épicé. Les amateurs se régalent, mais les Français ont tendance à bouder le petit noir. 5% de consommation en moins entre 2002 et 2003. Les premiers concernés, les jeunes, qui le trouvent trop amer. Dans beaucoup de pays, en particulier aux États-Unis ou au Japon, on a une augmentation de la consommation de café parce qu'on a privilégié les cafés doux, les cafés de grande classe et beaucoup plus subtils. Et les jeunes accrochent vraiment sur ces cafés-là. Et c'est justement ce qu'a compris l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, dans les hypermarchés, le rayon café ne cesse de s'allonger. Les idées fusent pour attirer le client. Mélange, pur arabica, café aromatisé ou dosette. En fait, j'ai des capsules toutes fraîches, un expresso et puis voilà, le café coule instantanément. C'est vrai que c'est une question de rapidité et de facilité. Si la caféine a le pouvoir de stimuler l'activité cérébrale et diminue la fatigue, elle peut aussi faire peur. Pour les scientifiques, beaucoup d'idées fausses circulent et le café ne peut être comparé à une drogue. La consommation quotidienne d'1 à 3 tasses de café, donc consommation modérée comme pour beaucoup d'autres nutriments, n'a aucun effet néfaste et ne représente aucun danger pour la santé. Près de 5 millions de ces sacs sont importés chaque année en France. Pour la qualité des crus, mieux vaut faire confiance aux artisans torréfacteurs qui veillent au grain. Dans les Alpes, l'ouverture des premières stations de sport d'hiver, c'est la saison et Val Thorens ouvre le bal avec un léger retard. La neige n'était pas encore au rendez-vous. Depuis aujourd'hui, une partie du domaine skiable est accessible aux amateurs des premières sensations de glisse. Virginie Fichet et Philippe Fivet. En ce jour d'ouverture, une étoile s'est posée sur la neige de Val Thorens. Gao Chi est une star dans son pays. Un Jean-Jacques Goldman chinois, vous diront certains, venu lui aussi goûter à cette neige toute fraîche. My hero! Un héros très discret et surtout émerveillé par ses premières glisses. Je me sens tellement heureux car je n'ai jamais vu une aussi grande étendue avec une si belle neige. Et ces montagnes, c'est vraiment incroyable. J'ai du mal à réaliser que je suis ici. La douceur automnale avait contrarié les plans d'ouverture, mais le froid a gagné. En 15 jours, les canons à neige ont pu produire près de 200 000 m3 de poudreuse, de quoi assurer la glisse malgré la disparition du glacier. Suite à la canicule de l'été 2003, les glaciers ont fondu par endroits et donc il n'y a plus de glaciers sur certains secteurs au-dessus de 3000 mètres d'altitude, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc on skie actuellement entre 2200 et 2800 mètres d'altitude et pas forcément sur les parties les plus élevées du domaine. 10% du domaine est accessible, mais il n'en faut pas plus aux inconditionnels pour renouer avec les sensations. Vraiment, la neige elle est vraiment super légère et on retrouve les bonnes sensations, c'est clair. Avec un beau soleil, c'est nickel. Ceux-là non plus n'ont pas de temps à perdre. Pour les écoles de ski, ouverture rime avec reprise d'entraînement. Après plusieurs mois d'inaction, les bambins savourent le retour du blanc. On se régale, c'est super.
Il y a plein de neige, on se régale, on fait des belles courbes et puis c'est super. C'était une drôle de sensation hein, parce qu'on n'avait pas, ça faisait quand même tout l'été qu'on n'avait pas mis les skis. Quelques descentes plus tard, les réflexes sont au rendez-vous. Bientôt, ils skieront plus vite que leur ombre. Rugby, le Mistral marseillais n'a pas réussi au 15 de France. Le vent a emporté leur espoir de victoire. Les tricolores se sont une nouvelle fois inclinés face aux Argentins. C'est d'ailleurs la 4e victoire consécutive pour l'équipe d'Argentine. Christophe Duchiron, Christophe Vignal. C'est bien simple, ils étaient comme chez eux les Argentins au stade Vélodrome, prenant le temps de savourer tout leur bonheur, alors que les Bleus étaient déjà rentrés tête basse au vestiaire, au son des sifflets, en se disant décidément que tout fout le camp. Leur rugby leur enviait la victoire, que les Pumas voulaient davantage, nous a-t-il semblé, que les tricolores. Avec le cœur, pas le jeu, il n'y a pas eu trop de jeu, les conditions, il y a eu beaucoup de vent, donc on a mis du cœur et on a gagné. En première période, les Argentins attaquent vent dans le dos et c'est le vent mauvais du 15 de France, pas concentré sur son sujet, et qui encaisse bêtement un essai après 25 minutes de jeu. Essai de Durand, l'Argentine mène alors 13-0. Moins de 5 minutes plus tard, on retrouve les Bleus qu'on avait perdus depuis un moment. Tony Marsh, plein de volonté, transperce la défense adverse, 13-5. 11 des 15 Argentins jouant dans le championnat de France, les Bleus avaient décidé de ne pas faire de sentiments, au lieu de quoi ils ont fait des cadeaux. 3 pénalités de Contepomi au repos, les Argentins mènent 19-5. En deuxième période, avec le vent, avec la foule, on attend le 15 de France au tournant du stade Vélodrome. Certes, les Bleus dominent mais grappillent les points timidement, 19-14 avec cette pénalité de Michalak. En fin de rencontre, le plus français des piliers argentins, Omar Hassan du stade toulousain marque en force. Aux Argentins la victoire, 24-14, aux Français la défaite et le doute. Je sais pas. Sincèrement, je pensais qu'on était un peu à l'abri de ça, mais bon, malheureusement, on est un petit peu tombé, on est passé à côté, quoi. Annoncée un peu vite à l'évidence comme la meilleure équipe du monde du moment, l'équipe de France a prouvé qu'elle était la moins bonne équipe de l'après-midi, battue pour la première fois de son histoire à Marseille et pour la 4e fois consécutivement par l'Argentine. En football, match avancé de la 15e journée, Lens recevait Lille, match nul 1 partout, but signé Temer puis Landrin. Lille reste 2e du championnat à 3 points de Lyon. En patinage, la 2e place de Brian Joubert, le jeune prodige français au trophée Bompard à Paris. Brian Joubert, après avoir chuté hier, s'est largement rattrapé aujourd'hui, notamment avec ce superbe enchaînement. Il laisse néanmoins la première place à l'Américain vert. Ce week-end, Clermont-Ferrand organise la biennale du carnet de voyage, un genre littéraire qui séduit de plus en plus de lecteurs. C'est si vrai qu'il y a même maintenant des agences qui organisent des voyages sur ce thème. Jean-Jacques Dufour, José Boulestex. Pour se souvenir de ces voyages, on peut acheter des colifichets, photographier sa bien-aimée ou le petit dernier, mais aussi croquer tout ce qu'on veut dans un carnet. Je crois que le carnet de voyage fait partie intégrante de notre vie. Je veux dire, c'est le prolongement du carnet intime. À un moment donné, quand on est jeune, on gratte sur un petit bout de papier, on met un dessin, on rajoute une photo, on fait un petit collage, etc. Et puis la plupart du temps, on l'abandonne. Mais je crois qu'on y revient de plus en plus. Les planches du carnet ici exposées sont signées Christophe Merlin, talentueux et enchanteur. Je connais pas le Sénégal, mais j'ai envie d'aller voir, tellement ça a l'air beau. Et franchement, je trouve ça vraiment magnifique. Qu'est-ce que vous pensez du carnet de voyage, vous? Moi, j'adore. Illustrateur qui se rêvait pilote de F1, Merlin adore Tintin, les petites voitures et l'utilisation du Nescafé lorsque la gouache fait défaut. Mais la première fois que je l'ai fait, c'était en Afrique, parce que j'étais en brousse, et comme j'avais pas emmené d'aquarelle, pas de truc, et que par contre, n'importe où, quasiment en brousse, en Afrique, on trouve du Nescafé. Donc j'ai acheté du Nescafé et je l'ai dilué avec très peu d'eau, et ça me faisait l'équivalent d'un brin d'aquarelle, et qui en plus se mariait très bien aux teintes de l'Afrique. Alors cette boîte, c'est en fait le livre original de Saint-Louis du Sénégal. Ça, c'est ce que j'ai attrapé dans ma chambre au fil des 2 mois que je passais là-bas. Il y a de la mouche, il y a de la blatte, il y a de la libellule. C'est une chambre pas très chère alors? Non, c'était chez un ami, c'était très mal tenu la maison. À propos de piqûres, je dois vous dire que le virus du carnet de voyage se propage. Le plus bel appareil photo du monde, ce sont nos yeux. Et vos élèves sont bons là cette semaine? Très très bons. Je suis fière parce que au bout de quelques cours,
Vraiment, ils prennent leurs pieds et ils sont tellement heureux que moi je suis heureuse pour eux. Le croquis, les voyages et les carnets qui vont avec, c'est le dada de tous ces mordus de peinture à l'eau. Marrakech, j'ai fait Vérone, j'ai fait le Caire, une semaine au Caire, dans les mosquées. Je mettais une foulard, tout le monde me foutait la paix. J'étais là au milieu près du bassin des ablations et je faisais des tas de croquis. C'est aussi un moyen de communiquer avec les gens qui est extra. Léonard de Vinci et Delacroix l'avaient bien compris. Et oui, je remonte loin, mais le carnet de voyage est un exercice vieux comme le monde. C'est même un genre littéraire en plein boom, surtout depuis que les carnets de Titouan Lamazou, édités en 99, se sont vendus à plus de 100 000 exemplaires. Un véritable carton à dessin, bien sûr. Il se trouve qu'à l'époque, même Gallimard, à l'époque, qui a publié ce premier carnet, je disais ça coûte cher, c'est grand, personne ne va l'acheter, peut-être qu'on va en vendre 3000 en 5 ans. Et puis il se trouve qu'une semaine après, on avait déjà tout vendu et que maintenant on est passé à des chiffres beaucoup plus importants. Et vous préférez juste le carnet ou le voyage? Le voyage et la relation du voyage sont indissociables pour moi. C'est-à-dire que le voyage est pour moi une source d'inspiration que je ne trouve pas dans un atelier. Globe croqueur ou pas, n'hésitez pas à dessiner, c'est en tout cas le conseil de ceux qui ont déjà commencé. Le résultat, ça compte pas, c'est s'amuser et ne pas avoir peur. Surtout si vous n'avez pas l'ambition d'être édité, car qui plus est, la peur n'évite pas le danger. Aux États-Unis, c'est un événement, le temple de l'art moderne, le MoMA, s'offre une nouvelle jeunesse, un nouveau musée plus spacieux, plus accueillant, mieux éclairé, de véritables fenêtres sur New York pour ce premier musée d'art moderne au monde qui a été entièrement rénové. Pascal Golomer. New-Yorkaise ou touriste, il n'aurait manqué l'événement sous aucun prétexte. Un nouveau MoMA, après 3 ans de travaux, cela vaut bien quelques heures d'attente sous la pluie. Je voulais juste être là pour être parmi les premiers à voir le musée. L'ouverture des portes, enfin. Et les visiteurs partent à la découverte du moderne, comme on l'appelle ici. Un immense atrium ouvert sur la ville, une maison de verre, de granit et de métal, tout en transparence, qui s'élève sur 5 étages. Je pense que les œuvres d'art se fondent très bien avec l'architecture, ce qui n'était pas vraiment le cas dans l'ancien musée. Maintenant, c'est comme si le building lui-même était une œuvre d'art. Paris difficile pourtant que de rénover, d'agrandir un musée vieux de 75 ans, coincé au milieu des gratte-ciel de Manhattan. Paris réussit, avec ses très grands espaces, ses formes épurées, le MoMA s'est métamorphosé tout en restant fidèle à son esprit d'origine. 350 millions d'euros de travaux tout de même. Mais l'architecte, un japonais, n'a pas voulu épater ni choquer. Juste bâtir l'écrin que méritait l'une des plus importantes collections d'art moderne au monde, bâtir un lieu de vie aussi. Vous avez des gens de tous les pays ici, dans un environnement très paisible. Ils viennent regarder les tableaux ou simplement passer un moment ensemble. Je suis très heureux d'avoir créé un tel espace. La ville en avait besoin. Le musée double sa surface d'exposition, ce qui permet de présenter aux côtés des stars, Picasso ou Van Gogh, de nouvelles œuvres, même les plus volumineuses, dans des conditions exceptionnelles. Les œuvres sont exposées d'une façon beaucoup plus intéressante. La lumière est meilleure, les espaces sont meilleurs, et donc même les œuvres qui sont très bien connues ont une puissance tout à fait différente. Un musée rénové qui promet aussi d'innover, d'être à la pointe de la modernité. Son public n'en attend pas moins de lui. À plus de 15 € l'entrée, le MoMA devient l'un des musées les plus chers au monde. Il se doit d'être aussi l'un des plus prestigieux. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. À suivre la météo, Nathalie Rioué, 20h55 Musical, les compagnies avec Patrick Sébastien. Demain dans Thé ou Café, Catherine Sellac recevra Jean Daniel. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2. Votre soirée sur France 2. Danny Boone fête ses 10 ans de scène dans le musical de Patrick Sébastien. Puis Thierry Ardisson reçoit entre autres Les Nuls, Maurice Béjart, Chantal Goya, l'auteur Peter Evans et Denise Fabre. Enfin, Ness revient avec le meilleur de la pop et du rock en live. France 2. Musical et compagnie, Tout le monde en parle et Top of the Pops. Et dans la nuit, retrouvez Miosek dans un concert inédit. Bonne soirée sur France 2.